Aujourd'hui, il dirige OpenAI, depuis des recherches révolutionnaires jusqu'à des produits qui impactent désormais des milliards de personnes. Il fait avancer l'intelligence artificielle à une véritable échelle mondiale. Veuillez accueillir avec moi le fondateur et PDG d'OpenAI, Sam Altman. Et pour modérer cette discussion, la fondatrice et managing partner de Conviction et une très bonne amie, Sarah Guo. Bienvenue à Sam et Sarah. C'est incroyable d'être de retour. Je disais en coulisses, on dirait un concert de rock. Mais pour les gens de la data, ouais. Tu étais là il y a 2 ans. Oui, mais ce n'était pas aussi incroyable. Sam, une question de Sridhar. Quel conseil donnerais-tu aux dirigeants d'entreprise qui naviguent dans le paysage de l'IA en 2025 ? Je pense qu'il faut juste y aller. Il y a encore beaucoup d'hésitation. Les modèles évoluent très rapidement et on a toujours une bonne raison d'attendre le prochain modèle ou de voir comment tout ça va se stabiliser ou encore de se demander est-ce qu'il vaut mieux construire avec la chose A ou la chose B ? Mais moi, en tant que principe général en technologie, quand les choses changent vite, les entreprises qui itèrent le plus rapidement, qui rendent le coût des erreurs très faible et qui apprennent très vite, sont celles qui gagnent. Et clairement, ce qu'on voit avec les entreprises et l'IA, c'est que celles qui font des paris tôt et qui itèrent très rapidement s'en sortent bien mieux que celles qui attendent de voir comment tout ça va évoluer. Alors Dar, qu'est-ce que tu en penses ? Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et ce que j'ajouterais, c'est la curiosité. Je pense qu'il y a énormément de choses qu'on considère comme acquises parce qu'elles fonctionnaient avant, mais qui ne sont tout simplement plus vraies aujourd'hui. Il faut aller expérimenter. Et beaucoup de gens, chez OpenAI comme chez Snowflake, ont rendu le coût de l'expérimentation très très bas. Tu peux lancer plein de petits tests, en tirer de la valeur et construire sur cette base. Je veux aussi appuyer ce que Sam vient de dire. Ceux qui savent itérer le plus vite vont tirer le plus de valeur de tout ça parce qu'ils savent ce qui va marcher, ce qui ne marchera pas, et ils peuvent naviguer dans ce futur en constante évolution. Il n'y aura jamais, je pense, pas dans les prochaines années, un moment parfait où tout sera stabilisé et où on pourra enfin se dire « Bon, on y va maintenant ». En quoi ton conseil serait-il différent de ce que tu aurais dit l'année dernière ? Je pense que j'aurais dit la même chose l'année dernière, dans le sens où je crois que la curiosité est la chose la plus sous-estimée. Et je pense que c'est normal de faire des erreurs. Il faut juste identifier des situations où ce n'est pas très grave de se tromper. Et il y en a plein, des situations comme ça. Mais la technologie, elle aussi, arrive à maturité très rapidement. Par exemple, tu peux tout à fait utiliser ChatGPT aujourd'hui pour obtenir des informations sur les événements récents, parce qu'il sait quand utiliser la recherche web, pour te fournir ça. Et donc il y a plein d'applications, comme les chatbots, que ce soit avec des données structurées ou non structurées. La technologie est mûre, tu peux l'adopter. Oui, tu peux toujours repousser les limites et explorer ce que tu peux encore faire avec. Il y a des applications à la frontière, très avancées, mais même bien en dehors de cette frontière, je pense que cette technologie est déjà prête pour un usage grand public. C'est intéressant, je n'aurais pas tout à fait dit la même chose l'année dernière. J'aurais dit ça à une start-up, oui, mais à une grande entreprise, j'aurais plutôt dit vous pouvez faire quelques tests, mais ce n'est sans doute pas encore vraiment prêt pour une mise en production dans la plupart des cas. Et ça a vraiment changé. Notre activité avec les entreprises a explosé. On parle avec de grands groupes qui nous utilisent maintenant pour énormément de choses et ils nous disent qu'est-ce qui a changé. Et nous, on leur demande vous avez juste mis du temps à comprendre comment ça marche ? Et ils répondent c'est en partie ça, mais surtout ça fonctionne maintenant de manière bien plus fiable. Ça marche vraiment. Ça fait des choses que je ne pensais même pas possibles et pourtant ça les fait. On a vraiment eu l'impression que, quelque part au cours de l'année écoulée, on a franchi un vrai cap en termes de facilité d'utilisation de ces modèles. Maintenant, une question intéressante, c'est qu'est-ce qu'on dira différemment l'année prochaine ? Et je pense que d'ici là, on sera arrivé à un point où on pourra non seulement automatiser des processus métiers ou créer de nouveaux produits et services, mais aussi dire « j'ai un problème extrêmement important dans mon entreprise, je vais y consacrer énormément de puissance de calcul, si vous pouvez le résoudre ». Et les modèles seront capables de résoudre des choses que même des équipes entières ne pourraient pas résoudre seules. Les entreprises qui auront pris de l'avance et acquis de l'expérience avec ces modèles seront en bonne position pour ce nouveau monde où elles pourront dire « Ok, système d'IA, vas-y, reprends mon projet le plus critique. Voici toute la puissance de calcul. Pense à fond, trouve la solution. » Et ceux qui seront prêts pour ça, je pense qu'ils auront une nouvelle avancée majeure l'année prochaine. Je pense que, vu les avancées en raisonnement et le fait d'appliquer plus de puissance de calcul à des problèmes complexes et aussi l'introduction des agents dans certains workflows, il y a cette idée que la mémoire est la récupération d'informations.
doivent beaucoup évoluer. À ton avis, quel rôle vont jouer la mémoire et la récupération dans cette nouvelle ère? Je pense que des éléments comme la récupération d'informations ont toujours joué un rôle clé pour que les IA génératives soient bien ancrées dans le réel quand c'est nécessaire. Si tu poses une question factuelle, tu veux une réponse fiable. Donc, sur GPT-3, on avait déjà construit des systèmes à l'échelle web début 2023 pour que, chaque fois que tu posais une question qui nécessitait un point de référence dans le monde réel, comme de l'actualité par exemple, tu puisses obtenir ce contexte. De la même manière, le fait de savoir comment tu as résolu certains problèmes par le passé, la mémoire, tes interactions avec un système en particulier, peut beaucoup aider et rendre ce système bien meilleur à l'avenir. Je pense que leur rôle va continuer à croître à mesure qu'on utilise ces modèles pour des tâches de plus en plus intéressantes. Et plus tu as de contexte, meilleurs sont les résultats de ces systèmes, à la fois du point de vue interactif, mais aussi du point de vue agentique. Sam, est-ce que tu pourrais donner à chaque dirigeant ici un cadre de réflexion du genre que peuvent faire les agents aujourd'hui et que pourront-ils faire l'année prochaine? Le coding agent qu'on vient de lancer, qui s'appelle Codex, ça a été pour moi un vrai moment du genre. Je ressens ce que l'IA peut faire. Tu le regardes, tu peux lui donner tout un tas de tâches, il bosse en arrière-plan. Il est vraiment intelligent. Il peut gérer des choses complexes sur le long terme. Et toi, tu peux juste rester là et dire oui pour ça, non pour ça, retente ça. Il peut se connecter à ton compte GitHub et à un moment, il pourra aussi, si tu le veux, suivre tes réunions, regarder ton Slack et lire tous tes documents internes. Et il fait déjà des choses vraiment impressionnantes. Peut être qu'aujourd'hui, c'est un peu comme un stagiaire qui peut bosser quelques heures, mais bientôt ce sera comme un ingénieur logiciel expérimenté, capable de bosser pendant plusieurs jours. Et on va voir ça s'étendre à plein d'autres domaines de travail. Tu entends déjà des entreprises dire qu'elles créent des agents pour automatiser la majorité de leur support client, de leur prospection commerciale et plein d'autres choses encore. Et certains disent que leur job maintenant, c'est d'attribuer des tâches à plein d'agents, de vérifier la qualité, de voir comment tout ça semble, de donner du feedback. Ça ressemble beaucoup à la façon dont on travaille avec une équipe de collaborateurs encore un peu juniors. Et ça, c'est là. Ce n'est pas encore réparti partout, mais c'est en train d'arriver. Je parierais que l'année prochaine, dans certains cas limités, même de façon modeste, on commencera à voir des agents qui peuvent nous aider à découvrir de nouvelles connaissances ou à trouver des solutions à des problèmes business qui sont vraiment complexes. En ce moment, on est encore dans la catégorie. Ok, tu as du travail cognitif répétitif, on peut l'automatiser à un niveau assez bas sur un court horizon de temps. Mais à mesure que ça s'étend à des horizons plus longs et à des niveaux de complexité plus élevés, eh bien à un moment, tu obtiens un agent scientifique, une IA capable de découvrir de nouvelles sciences. Et ça, ce sera un moment vraiment important dans l'histoire du monde. Tu as dit que c'était un moment fort, tu sais Codex, et le fait d'expérimenter les agents de code, que tu avais ressenti ce que l'IA pouvait faire. Donc, je suis obligée de te poser la question. C'est quoi, aujourd'hui, ta définition de l'intelligence artificielle? Et à quelle distance on est encore de ça? Qu'est-ce que ça va signifier pour nous? Je pense que si tu pouvais revenir en arrière, voir la plupart des gens, disons qu'on retourne seulement 5 ans en arrière, en 2020, ce serait presque l'âge sombre de l'IA. Enfin, en réalité, c'était une période très intéressante, parce que je crois que c'était, si je ne me trompe pas, juste avant qu'on lance GPT-3. Donc, le monde n'avait encore jamais vu un bon modèle de langage, et si tu retournais à ce moment-là, et que tu montrais à quelqu'un ChatGPT tel qu'il est aujourd'hui, sans même parler de codex ou d'autres choses, juste ChatGPT, je pense que la plupart des gens diraient « ça, c'est de l'intelligence artificielle », sans aucun doute. Et tu vois, on est très doué pour réajuster nos attentes, ce qui est, je trouve, une des belles qualités de l'humanité. Je pense que, globalement, la question de ce qu'est l'IA n'a pas tant d'importance. C'est un terme que chacun définit différemment, et même une seule personne peut le redéfinir d'un jour à l'autre. Ce qui compte, c'est le rythme de progrès qu'on a observé, année après année, depuis 5 ans. Et ce rythme devrait continuer, au moins pour les 5 prochaines années, probablement bien au-delà, même si c'est difficile à prédire. Et que tu déclares la victoire de l'IA en 2024, ou en 26, ou en 28, ou encore celle de la superintelligence en 28, 30 ou 32, ce n'est pas si important comparé à cette magnifique, longue et étonnamment fluide courbe exponentielle. Cela dit, pour moi, un système capable soit de découvrir de nouvelles sciences de façon autonome, soit d'être un outil tellement puissant qu'il fasse littéralement quadrupler le rythme de la découverte scientifique dans le monde, eh bien, ça remplirait n'importe quel critère que je pourrais avoir pour définir une véritable IA. D'autres personnes diraient « non, il faut un système capable de s'améliorer lui-même ». Et beaucoup diraient que ChatGPT avec la mémoire, aujourd'hui, ressemble déjà énormément à de l'intelligence artificielle. Oui, c'est clair. Dans certains de nos premiers tests,
comme le test de Turing, celui que beaucoup considéraient comme l'objectif à atteindre. Ok, retour en 2020. Sridhar, tu te souviens du premier modèle d'OpenAI que tu as utilisé quand tu travaillais sur ton moteur de recherche? C'était lequel? Oui, en fait, on utilisait le playground de GPT-3 et on faisait de petits tests avec. Et ensuite, avec les API, on ne pouvait pas encore proposer GPT-3 à l'échelle web, donc on a en gros fait de la rétro-ingénierie pour voir comment on pouvait faire ça, avec des modèles de 7 ou 10 milliards de paramètres. Mais on voyait déjà son potentiel. Pour moi, ça s'est vraiment révélé quand on a vu qu'un problème comme, là, résumé abstrait, était bien géré par GPT-3. C'est le fait de prendre un article de blog de 1500 mots et d'écrire 3 phrases pour le résumer. C'est extrêmement dur, beaucoup de gens galèrent à faire ça. Et là, ces modèles arrivaient à le faire, tout à coup. Ça a été un moment de révélation pour moi. Je me suis dit, attends, si tu peux faire ça, sur tout le corpus du web, tu as un moteur de recherche, en fait, qui peut déterminer quelles 10 pages lire. C'était un vrai moment aha, où je me suis dit, mon Dieu, il y a une puissance incroyable là-dedans. Et évidemment, depuis, ça n'a fait que s'accumuler. À quel moment, dans ton parcours, en tant qu'entrepreneur ou PDG de Snowflake, tu t'es dit « Waouh, je veux dire, moi aussi j'emploie un ancien de Niva et une partie de mon idée de départ, c'était que tout est devenu de la recherche ou de la recherche augmentée dans cette ère. » Toi, à quel moment t'as eu cette prise de conscience? C'est une question de mise en contexte. Une fois que tu observes ou interagis avec ces modèles, ou que tu réfléchis à n'importe quel problème, tu veux aussi avoir un moyen de réduire le champ d'action, de cibler sur quoi tu veux qu'il se concentre. Et ça, c'est une technique très puissante et très généralisable. Même si tu regardes beaucoup des techniques de post-entraînement qui sont apparues, c'est un peu toujours la même idée. Prendre un modèle incroyablement puissant, lui fournir du contexte, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et s'en servir pour améliorer ce qu'il produit. Je dirais que c'est plus un concept général qu'un outil spécifique pour faire quelque chose. Tout repose sur une bonne mise en contexte. Il y a toujours une infinité de contextes possibles. Les humains, eux, gèrent ça avec ce qu'on appelle l'attention. On se concentre sur quelque chose. Moi, je vois la recherche comme un outil qui permet de fixer l'attention d'un modèle. Et est-ce que tu es d'accord avec Sam quand il dit que tout repose sur cette courbe exponentielle des capacités? Ou bien est-ce qu'il y a pour toi une définition de l'IA qui compte vraiment ou qui compte pour les clients? Je pense que ça devient un sujet de débat. Comme Sam le disait, parfois, c'est aussi une question philosophique, et j'aimerais qu'il réponde à ça. Je sais pas, est-ce qu'un sous-marin nage? À un certain niveau, c'est absurde, mais bien sûr que oui. Et donc, je vois ces modèles comme ayant des capacités incroyables. Et je pense que n'importe qui, en regardant ce que sera le monde en 2030, dirait « Oui, ça, c'est de l'IA. » Mais souviens-toi, toi et moi, comme le disait Sam, on aurait dit la même chose en 2020, en parlant de ce qu'on voit maintenant en 25. Pour moi, c'est le rythme de progression qui est vraiment stupéfiant. Et je crois sincèrement que plein de choses extraordinaires vont en découler. C'est un peu comme comment on se sent face au fait qu'un ordinateur plutôt performant peut battre tous les humains. Au jeu d'échecs, au fond, ça ne change rien. On continue d'avoir des gens qui jouent aux échecs et qui sont excellents. Donc oui, je pense que la définition a quand même son importance. Quoi? C'est plus populaire? C'est plus populaire maintenant qu'avant, oui. C'est pareil pour le jeu de Go. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre de tout ça. Mais le moment précis où ça se produit, je ne pense pas que ça ait tant d'importance que ça. J'ai l'intuition, personnellement, que quand les gens posent des questions sur l'AGI, ce qu'ils demandent vraiment, c'est si ces systèmes sont conscients. Ils ne le formulent pas toujours comme ça, mais je pense qu'une bonne partie des gens pensent en fait à ça. Et comme tu l'as dit, c'est une question plus philosophique. Mais je dois te poser la question, puisque tu es là. Tu entraînes de nouveaux modèles, tu vois les prochaines capacités avant tout le monde. Quelles nouvelles formes de comportement émergent dans la prochaine génération de modèles? Et comment ça change ta façon de travailler? Ce que tu veux construire côté produit? Et la manière dont tu diriges OpenAI? Ouais, les modèles qu'on va voir arriver dans 1 an, 2 ans, vont être vraiment stupéfiants. Il y a encore énormément de progrès devant nous, beaucoup d'améliorations à venir. Et comme on l'a vu avec les précédents grands sauts, de GPT-3 à GPT-4, par exemple, les entreprises peuvent faire des choses qui étaient totalement impossibles avec la génération précédente de modèles, et donc ce que les entreprises seront capables de faire, on en a déjà un peu parlé, mais imagine juste, tu lui donnes ton problème le plus complexe. Si tu es une entreprise de design de puces, tu lui dis « Conçois-moi une meilleure puce que tout ce que j'aurais pu faire jusqu'à maintenant ». Si tu es une boîte de biotechnologie qui essaie de guérir une maladie, tu lui dis « Travaille là, dessus pour moi ». Et ça, ce n'est plus si loin. Ces modèles ont la capacité de comprendre tout le contexte que tu veux leur donner, de se connecter à n'importe quel outil, n'importe quel système, et ensuite de vraiment réfléchir avec un raisonnement brillant et de revenir avec une réponse. Et ils ont maintenant une robustesse suffisante pour qu'on puisse leur faire confiance et leur déléguer certaines tâches de façon autonome.
Je ne sais pas si je pensais que ce moment allait arriver aussi vite, mais là, franchement, ça semble vraiment très proche. Est-ce que tu peux donner à tout le monde ici une sorte d'intuition sur le type de connaissances qui sont déjà à portée de main ou qui vont bientôt l'être? Parce que quand je pense à ce qu'est l'intelligence de base, je me dis, bon, je suis plutôt intelligent, mais je n'ai pas un simulateur de physique parfait dans la tête. Alors comment je suis censé savoir ce qui est possible ou pas? Le cadre de réflexion que j'aime utiliser, bon, c'est pas un truc qu'on est sur le point de lancer, mais l'idéal platonicien, ce serait un modèle tout petit, avec des capacités de raisonnement surhumaines, capable de tourner à une vitesse folle, avec 1000 milliards de tokens de contexte et un accès à tous les outils imaginables. Et dans ce cadre-là, le type de problème n'a plus vraiment d'importance. Peu importe que le modèle ait ou non la connaissance ou les données en lui. Utiliser ces modèles comme des bases de données, c'est en fait un peu absurde. C'est une base de données lente, coûteuse et très imparfaite. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils savent raisonner. Et si tu les considères comme des moteurs de raisonnement auxquels on peut injecter tout le contexte possible d'une entreprise ou de la vie d'une personne et tous les outils nécessaires, simulateurs de physique ou autres, alors là tu obtiens quelque chose de vraiment impressionnant. Et je pense que, clairement, on se dirige dans cette direction. Incroyable. J'aimerais poser à vous deux une question un peu plus spéculative. Si vous aviez 1000 fois plus de puissance de calcul à la base, l'idée c'était de dire puissance infinie, mais bon, ça devient vite absurde, donc disons 1000 fois plus de compute, qu'est-ce que vous en feriez? Je dirais que la réponse méta serait « Je lui demanderais de bosser à fond sur la recherche en IA pour découvrir comment créer des modèles bien meilleurs. Et ensuite, je demanderais à ce modèle amélioré ce qu'on devrait faire avec toute cette puissance de calcul. » Appliquer ta propre solution à ton problème le plus complexe. Oui, je pense que ce serait la chose la plus rationnelle à faire. Ce qui veut dire que tu crois vraiment en la réponse. Oui, tu dois vraiment y croire. Je pense que ce qui serait plus utile à dire, c'est qu'on voit aujourd'hui plein de cas dans ChatGPT ou chez les entreprises qui utilisent nos derniers modèles, où il y a des gains réels quand on augmente la puissance de calcul au moment de l'exécution. Tu laisses le modèle raisonner plus longtemps, tu fais plusieurs tentatives sur un problème difficile, et tu obtiens déjà des réponses bien meilleures. Une entreprise qui dirait « Je vais balancer 1000 fois plus de puissance de calcul sur chaque problème » aurait des résultats vraiment impressionnants. Alors oui, dans les faits, tu ne vas pas littéralement faire ça, et tu n'as pas 1000 fois plus de compute sous la main, mais le fait que ce soit désormais possible, ça montre qu'il y a un truc intéressant que les gens pourraient faire dès aujourd'hui, se dire « Ok, je vais vraiment traiter ça comme une loi de puissance et être prêt à mettre beaucoup plus de ressources sur mes problèmes les plus complexes ou les plus importants. » Sridhar, toi aussi tu fais ça avec Snowflake? T'as un gros problème, tu le balances à l'IA? Ou vu ta carrière dans les data, la recherche, l'optimisation, tu poses juste la question comme ça? Ce serait une super façon d'utiliser beaucoup de compute. Mais pour sortir un peu du monde de la tech, il y a un projet qui s'appelle Arnold. C'est comme le projet sur l'ADN d'il y a 20 ans, sauf que là, c'est sur l'expression de l'ARN. Et en fait, ça contrôle en grande partie le fonctionnement des protéines dans notre corps. Une vraie percée là, dessus, comprendre exactement comment l'ARN régule l'expression de l'ADN, ça pourrait résoudre énormément de maladies et faire avancer l'humanité. Ce serait une application géniale de l'équivalent du projet ADN, mais avec des modèles de langage. Si tu as beaucoup de puissance à y consacrer, ça vaudrait vraiment le coup. Inspirant et l'un des plus grands défis de l'humanité. Merci beaucoup Sridhar. Merci beaucoup Sam. Si vous aimez le contenu d'Isabella News, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer.